Bon, s'agissant de la question relative au dialogue, évidemment, à mon avis, le dialogue doit être permanent. Ce n'est pas parce qu'on a eu un dialogue national inclusif qui a pu regrouper l'ensemble des partis que finalement on a notre charte, on a notre Bible, on a notre Coran ou bien on a notre Torah. Parce que le dialogue doit répondre à des questions ponctuelles, des problèmes qui sont permanents, des problèmes qui sont récurrents. Peut-être les problèmes de 2000, de 2012 ne sont pas les problèmes de 2022, de 2023, et ne seront même pas les problèmes de 2024. Parce qu'il y a d'autres enjeux aussi qui vont venir. Et mieux encore, nous en tant que société civile, le plaidoyer sur un dialogue permanent doit être fait, pas d'une manière ponctuelle comme le font nos autorités, mais ce qu'il ne faudrait même pas, il ne faudrait pas proposer carrément une quatrième chambre consultative où il y aura des consultations permanentes entre le citoyen et les élus, le citoyen et les fonctionnaires, le citoyen et l'administration. Nous avons des chambres consultatives à l'image du Conseil économique social, à l'image du Haut Conseil des collectivités territoriales, mais il faudrait renforcer ce quatrième pouvoir qui est le citoyen, le pouvoir des citoyens de pouvoir suivre, évaluer les programmes qui sont mis en œuvre pour lui le citoyen, mais qui doivent être mis en œuvre aussi avec les citoyens. Donc il faut qu'il y ait un dialogue permanent dans tout processus démocratique. Maintenant, par rapport à l'interpellation de Mondignan, que je respecte ses positions, mais évidemment, peut-être c'était très rapide, mais dans les propos, il est dit que ce n'est pas le fait d'avoir une élection qui garantit, cette transition démocratique du pouvoir qui pourrait garantir la bonne gouvernance. On doit, au-delà de ces élections périodiques, au-delà de ce rencontre entre un peuple, on doit avoir à l'intérieur de nos États des systèmes nationaux d'intégrité. Un système national d'intégrité où nous avons les différents piliers, le pilier l'exécutif, nous avons le pilier le législatif, nous avons le citoyen, nous avons l'administration, nous avons les tribunaux qui constituent le pouvoir judiciaire et les médias, bien sûr, c'est là où j'ai parlé des médias, et chacun des piliers doit être fonctionnel. On ne peut plus être dans un système où nous avons la prédominance d'un pilier sur les autres piliers. Il faut, le système national d'intégrité, on le donne comme à l'image d'un temple grec avec les différents piliers qu'il y en a, et dès qu'il y a un pilier qui domine les autres piliers, effectivement, le temple s'incline, et à force de mettre encore de renforcer la charge sur ce pilier, finalement c'est le temple qui va s'écrouler. Et c'est ça où nous devons l'éviter. Comment le faire? Il faut le faire à travers une bonne stratégie nationale de lutte contre la corruption, une bonne stratégie d'intégrité. Il ne s'agit pas seulement cette fois-ci d'avoir une stratégie, mais aussi avoir les moyens de la mise en œuvre de ces stratégies et les moyens de l'évaluation périodique de ces stratégies. Au-delà de la stratégie, de l'évaluer aussi les acteurs qui ont la mise en œuvre des différentes institutions de gouvernance. Donc c'est la stratégie nationale d'intégrité avec les différents piliers du pouvoir qui vont fonctionner, qui feront que nous pourrions sortir de ce phénomène, réduire ce phénomène, au lieu d'être seulement dans le combat sur les transitions, les élections libres et transparentes. Donc il faut quand même mener un combat d'une manière permanente. Bon, et lui, il est revenu sur l'indépendance de la société. Bon, sur la société civile, on charge beaucoup la société civile, on attend beaucoup de la société civile, plus même que les autres organes qui ont les moyens de la mise en œuvre. La société civile, c'est vrai que dans un État, doit être fort, c'est un pouvoir, mais posons-nous la question fondamentale des moyens de la société civile. D'où, comment on doit faire pour avoir les moyens de mener notre action. Parce qu'une société civile qui n'a pas de moyens, effectivement aussi, quelle que soit l'ambition qu'on a, il sera très difficile de faire. Le travail de plaidoyer nécessite de moyens, le travail d'aller rencontrer les gens, la formation, etc. Et tout ça, qui va le prendre en charge? Donc, il faudrait, nous, société civile, qu'on commence à réfléchir sur le financement de la société civile. Quand on parle de la décolonisation des États africains, il faut aussi qu'on réfléchisse sur la décolonisation de l'aide, de la décolonisation du financement, la décolonisation sur tous ces points. Et
Ces débats, je pense que beaucoup de structures de la société civile ont commencé à le lancer. Bon, il y a quand même une question sur le financement des partis politiques au Sénégal. Ça nous manque, c'est un plaidoyer qu'on est en train de donner. Il faut effectivement aussi bien qu'il y ait une loi sur le financement des partis politiques, mais au-delà du financement des partis politiques, qu'il y ait une loi même sur la limitation du financement de la campagne électorale. Parce que quand le jeu, c'est ça où on parle de légitimité, quand le jeu dès le départ est perverti, les gens ne partent pas sur la même ligne. Ceux qui sont avec le pouvoir partent avec les moyens de l'État, donc ils ont une très longueur d'avance par rapport aux autres opposants qui malheureusement n'ont pas les moyens pour pouvoir sillonner, par exemple, tout le Sénégal. D'où la nécessité, il y a eu des pays qui ont réfléchi, c'est le cas du Burkina, où aujourd'hui, non seulement quand on est reconnu comme candidat, quand la candidature est acceptée, il y a un financement venant de l'État. Je pense que c'est à hauteur de 70 ou 75 millions, même si c'est insuffisant, au moins l'État fait un effort pour accompagner tous les partis candidats à l'élection présidentielle. Et il y a aussi un plafonnement autour de la campagne électorale au niveau de ce pays. Donc tout ça, c'est des débats. Il y a, je pense, que beaucoup de questions qui ont été posées. Bon, le temps nous fait défaut. Merci à Dem d'avoir ramené la question de la décentralisation par rapport au débat, ce qui a beaucoup manqué. Et maintenant, pour les mécanismes de contrôle, effectivement, il faut les renforcer, comme je l'ai dit. C'est insuffisant. Ne pensons pas que rien n'a été fait en matière de lutte contre la corruption au Sénégal. Beaucoup d'efforts ont été faits. Même l'adhésion du Sénégal à l'UTE, c'est un grand effort qu'il faut saluer. La mise en place de l'OFNAC, c'est un grand effort qu'il faut saluer. La mise en place de la CENTIF, c'est un grand effort qu'il faut saluer. La mise en place d'une Cour des comptes, qui est une obligation du Code de transparence de la CEDER, de l'UNOMA, autant pour moi, c'est des choses à saluer. Mais quand même, il faudrait revenir sur le contenu de ces différents organes, les différentes lois qui structurent les organes, et essayer de voir comment davantage les renforcer pour les permettre de mieux jouer leur rôle. Et aussi la mise en place d'un parti financier, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ça a été un plaidoyer de la société civile. Mais ce parti-là, on ne peut pas le lier justement au procureur, au ministre de la Justice, mais il faut le rendre autonome et lui faire l'obligation, comme la CENTIF. Parce que quand, par exemple, il y a des soupçons de blanchiment d'argent, la CENTIF, obligatoirement, le parquet s'autosaisit. Il faut le faire aussi pour l'OFNAC. Quand il y a des rapports de l'OFNAC qui sont déposés sur la table du procureur, obliger le procureur à s'autosaisir et à mener des enquêtes. Tel n'est pas le cas par rapport aux lois actuelles. Donc il y a un combat à faire, un combat à mener pour renforcer les différents instruments de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Je vous remercie. Donc la société civile, ça doit être un mouvement d'ensemble. Des éléments peut-être les plus avancés de la société, mais qui vont avoir une influence sur les changements et les mutations majeures. Nous sommes dans une société corruptogène, liée à notre histoire, à notre organisation, parce qu'une société organisée en caste, stratification sociale, amène aujourd'hui la corruption dans le jeu. À l'origine, ce n'était pas ainsi. J'ai fait un texte sur les castes que vous pouvez trouver sur le net. Ce n'était pas ainsi. Mais au fur et à mesure que nous avançons, le don, le contre-don que nous avons connu dans notre histoire et travaillé par quelqu'un comme Claude Meyassou, ce don contre-don est devenu un élément essentiel de la corruption dans nos sociétés. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, à mon avis, c'est le clientélisme politique. Tant qu'on ne réglera pas le clientélisme politique avec l'utilisation abusive de l'argent dans la politique, nous passons d'une société ou d'un système de démocratie à un système où aujourd'hui il y aura un mélange peut-être un jour entre, surtout avec l'arrivée du pétrole et du gaz, entre les politiques, la mafia et tout le monde, et ça va être encore plus grave pour ce qui concerne la fin de la démocratie, mais aussi le problème lié tout simplement à la violence et tout ce que nous voyons pointer à l'horizon. Donc la corruption
Interrogeons notre société, et c'est la société. Et il vaut mieux même la Hadia, tel qu'on connaît ce phénomène. Vous allez aujourd'hui, ce sont des orgies, les cérémonies familiales dans ce pays. Il faut voir les éléments sur le net, des orgies, des sommes d'argent inouïes. Et je me pose toujours la question, une société où nous sommes incapables de développer une épargne intérieure, où tout est gaspillé, tout va dans l'ostentation, les organisations, les cérémonies, à n'en plus finir, où est-ce qu'on va trouver l'argent nécessaire à réinvestir dans notre développement? C'est-à-dire, nous ne critiquons pas assez notre propre société. Il faut libérer l'individu dans ce pays-là. On ne le libère pas. Je voudrais aussi dire à Babacar Fall, à Denis Ndour, tous, on n'a pas besoin d'organiser d'autres assises nationales. Il faut réactualiser tout simplement les assises nationales et voir qu'est-ce qu'on peut appliquer dans l'immédiat, avoir un planning. Mais on n'y arrivera pas tant qu'il n'y aura pas aussi un mouvement extrêmement important venant de la base pour obliger les politiques à appliquer les conclusions des assises. Parce que les politiques, c'est ça qui les arrange, le statu quo. Mais nous ne pouvons pas continuer parce qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de réforme en profondeur, le pays on aura énormément de difficultés dans ce pays. Madame Kanté, je parle des femmes, c'est vrai, mais pas uniquement des femmes. Là, c'est un défi autre des femmes. S'intéresser à tous les débats, intervenir dans tous les débats et avoir les capacités nécessaires de faire face. Ça, c'est-à-dire le défi, non seulement de la connaissance, mais le défi aussi de maîtriser les différents débats pour nous positionner dans l'espace public. Ça, c'est important. Alors, moi, je suis le tout jeunisme, je ne suis pas d'accord. Par contre, ce qu'il faut renforcer aujourd'hui, dans notre société, le dialogue intergénérationnel. C'est entre générations que nous pourrons construire et relever les défis énormes auxquels nous sommes en train de faire face. On a besoin de l'expérience, de la sagesse, comme on a besoin des jeunes avec leur fougue, leur engagement, pour leur bénévolat, tout ce que nous voulons. C'est comme ça qu'on arrivera à transformer notre société. Je termine en devenant sur le dialogue, sur ce qu'il est convenu d'appeler la géostratégie. Au niveau du Pencum-Wak, nous avons organisé deux importants débats. Le premier débat, c'est le rôle du Sénégal, la place du Sénégal dans la géostratégie, etc. Tous les débats, vous pouvez les trouver sur YouTube. Et le deuxième débat concernait la France et nous. Ce sont des débats importants. On ne peut pas aujourd'hui, l'Afrique n'est pas du tout préparée véritablement en dehors de ce que font Wachi, Africa Diop, etc. Nous n'avons pas de structure de réflexion profonde sur la géostratégie. Même pas de publication en tant qu'Africains pour dire voilà notre point de vue, nous ne sommes pas d'accord. Et tout ce qu'on nous dit, nous ne faisons pas de critique. On dit la Russie arrive. Mais la Russie arrive comment? Il faut qu'on réagisse, qu'on dise la vérité et qu'on dise à nos partenaires voilà ce qui existe et sur ce quoi nous sommes d'accord ou nous ne sommes pas d'accord. Mais nous subissons tout le temps, tout, de la part de tout le monde. Alors, si nous ne maîtrisons pas cette géostratégie avec des arguments solides, nous serons envahis. Et moi, je le dis toujours, la colonisation, recolonisation n'est pas loin après la décolonisation. Tout dépend aussi de comment nous allons gérer notre avenir. Voilà, je crois, en quelques mots, ce que je voulais dire. Peut-être c'est important, et ça me paraît essentiel. C'est-à-dire, quand des individus consentent entre leurs mains toutes les formes de pouvoir, le pouvoir politique, le pouvoir économique. Avant, c'était des intellectuels, pas riches, soutenus par des hommes riches. Je dis, c'est pas par rien. Les premiers chefs d'État nous venaient pratiquement de la région du Sine Saloum. Pourquoi le Sine Saloum? C'était la zone de l'arachide. Et les politiques étaient soutenus par les grands transporteurs, les grands commerçants, etc. Aujourd'hui, ce sont les grands transporteurs, les grands commerçants, les gens qui ont de l'argent, qui veulent entrer en politique et prendre le pouvoir politique. Mais nous devons résister. Nous devons résister à cela. Et il y a une catégorie d'individus, tous ceux qui font de la politique sont tous des inspecteurs d'impôts. Ça aussi, nous devons l'interroger. Nous devons l'interroger.
Moi, je veux bien être candidate. Pourquoi pas? Mais où trouver l'argent? Parce que aussi les femmes, même quand elles sont dans l'administration, elles ne sont pas dans des postes. Elles n'ont pas l'habitude, si vous voulez, des détournements d'argent ou des choses comme ça. Mais ça, c'est un vrai débat. La collusion entre les pouvoirs d'argent et le pouvoir politique, ou la collusion entre le même individu concentre entre ses mains toutes les formes de pouvoir. Ça, nous devons l'interroger. Les enjeux géopolitiques et géostratégiques. Je voulais un peu compléter ce que j'avais eu à dire là-dessus. Il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de quitter, disons, un système de domination pour aller vers un autre système de domination. Parce qu'en réalité, ce qui se passe avec la France, il faut le dire, on a parlé de sentiments anti-français, on a parlé de désamour, mais c'est parce qu'en fait, la France est l'une des puissances coloniales qui a longtemps entretenu, disons, ce système de domination. Il faut comprendre que la France, sans les pays africains, c'est Jacques Chirac qui l'avait dit, n'est pas la France. Le président Chirac avait dit que si la France, disons, arrêtait ses relations avec l'Afrique, il est évident que dans très peu de temps, elle aurait des problèmes insurmontables. Et c'est la réalité. Mais en fait, ce qui se passe, pour revenir au basculement géopolitique, c'est que de plus en plus, avec cet éveil de la conscience citoyenne, je vais revenir sur votre question, madame, après, il y a un besoin pour les États africains, pour les peuples surtout, d'aller en avant. Et je me rends compte, en fait, on se rend compte tous, que les peuples sont beaucoup plus en avant que les leaders, que les gouvernements. Et le problème, en fait, qui se pose, de mon point de vue, c'est qu'on est arrivé à une période de rupture. Il est évident que depuis 2000, M. Alioune l'avait dit effectivement avec les événements du World Trade Center, il y a eu ce premier changement de paradigme, mais avec la récente pandémie de Covid, il y a véritablement une rupture définitive. Parce que ce à quoi on est en train d'assister maintenant est irréversible. Il ne faut pas se tromper de combat ni penser que c'est parce qu'il y a la légitimation de certains régimes ou le fait que des militaires accèdent au pouvoir qu'il y a des problèmes. Non, non, moi je pense qu'il y a plutôt une bouffée d'oxygène. Il y a une jeunesse africaine plus déterminée. Il y a, disons, une nouvelle conception de nos rapports avec le monde. Je parlais tout à l'heure des enjeux stratégiques. Regardons ce qui se passe actuellement au Niger. Il y a pratiquement un mois que la CEDEAO avait décliné son plan d'intervention. Mais il y a un blocage. Parce que justement à ce niveau-là, un pays comme les États-Unis a dit niet. Disons plutôt non, ne pas parler comme les Russes. Parce qu'il y a effectivement des batailles de positionnement entre des puissances. Mais en cela, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai interrogé la réaction de l'Union africaine et de la CEDEAO, il n'y a pas d'instance régionale ou continentale qui n'ait levé, disons, le doigt pour apporter, disons, une solution. On attend que des puissances comme la France puissent dérouler ou bien vouloir dérouler un agenda pour venir en fait s'y greffer. Mais toujours pour aller dans le sens de ce qu'on peut appeler ce basculement géopolitique. De plus en plus, et le doyen l'avait évoqué, les richesses minières de notre continent, qui ont été plus ou moins mises en exergue depuis plus de 30 ans. En réalité, c'est depuis même plus de 40 ans, parce que c'est vers les années 80 que des organismes comme la BCRGM en France, comme les Russes et autres, ont pu établir de manière systématique la carte géologique et géostratégique, disons-le, de l'Afrique. Il ne faut pas se tromper d'illusion, je le répète. Actuellement, c'est comme un partage à l'époque du congrès de Berlin. Ce sont des cartes d'état-major qui sont placées et chaque puissance et ses devoirs jusqu'où elle peut aller. Et dans ce jeu de dupes, généralement, ce sont les peuples, disons les citoyens, qui sont laissés en marge. Parce qu'en réalité, le jeu qui se déroule loin de nos yeux est un jeu
clair pour tous les acteurs qui sont dans ce jeu-là. Et cela, les militaires l'ont compris. Ce qui se passe est très facile à décrypter. Il y a que la France est en perte de vitesse depuis plus d'une dizaine d'années. Eux-mêmes l'ont dit. J'avais évoqué le rapport du Sénat français en 2013 où ils essayaient de voir dans quelle mesure ils pouvaient reprendre un peu la main en Afrique. Et d'ailleurs, c'est la situation au Mali qui a permis à la France de poser le pied au Mali pour éventuellement, d'accord, dans le cadre d'un système de défense en relation avec ce qu'ils ont signé sur le papier, mais en réalité pour sécuriser la zone à l'époque gérée par Areva, qui a changé d'appellation d'ailleurs, et pour toujours avoir un droit de regard sur ce qui se passe. De l'autre côté, la Russie a compris très tôt également qu'elle devait entrer dans ce jeu-là. C'est dans ce cadre-là qu'elle a initié une vision claire, précise, pour quitter la corne de l'Afrique et venir au niveau du golfe de Guinée. C'est évident. Ils sont au Soudan, avec une base navale très grande qu'ils sont en train de construire à Port-Soudan. Ils sont en Centrafrique. Prochainement, ils seront bientôt au Congo ou au Cameroun. Et dans peu de temps, au niveau du golfe de Guinée. D'ailleurs, il y a une grande rencontre qui a été initiée à Lomé en 2016 à l'époque. On parlait de sécurité maritime, mais les gens avaient compris très tôt qu'il fallait à la France, disons à l'Occident, à l'Union européenne, de voir comment faire en sorte de pouvoir préserver leur précarité, si l'on peut dire. Bon, maintenant... Est-ce que je peux vous demander voilà. pour qu'on puisse passer à votre voisin également? D'accord, voilà, je vais conclure rapidement. Bon, ce sont des sujets sur lesquels on pourrait rester encore très longtemps. Je vais juste apporter une petite réponse à M. Sassal qui parlait de légitimité des présidents. En fait, c'est vrai qu'il ne s'agit pas de faire table rase de ce qu'il y a, mais en réalité, ce sont les systèmes de gouvernance, les modes de gestion du pouvoir et surtout la surdité. Je veux dire que les présidents sont sourds à l'appel de la raison, en fait. Des doyens comme Alintine, d'autres dans d'autres pays font tout le temps au niveau de l'Union africaine comme de la CEDEAO des alertes qui ne sont jamais suivies d'effet malheureusement. Et pour Mme Kanté, juste vous dire qu'on assiste à l'émergence d'un nouvel acteur qui est peut-être plus déterminant que le militant des partis ou peut-être la société civile. Cet acteur-là, c'est le citoyen, comme vous dites. Bon, mais ce citoyen également, il lui revient de prendre en charge son combat. Et pour reprendre le terme du professeur Bouba Diop, c'est son apathie qui fait que malheureusement, bon, on lui impose des vues. Mais de plus en plus, un peu partout, je le disais ce matin, Julius Malema en Afrique du Sud a fait du combat citoyen son mode d'accession au pouvoir. Et vous verrez dans quelques années, tous ces processus vont se poursuivre. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Diallo. Le mot de la fin. J'ai été un peu long. Mais pour faire de la géostratégie, il faut 4 éléments. Il faut avoir une économie forte, une démographie forte, une armée forte et un bon leadership. Nous, en Afrique, on a les 3. On a une forte économie parce qu'on est riche à tout point de vue. On a une forte démographie. Et on peut mobiliser de fortes armées parce qu'on a les hommes. Ce qui nous manque, c'est un leadership. Il faut avoir des leaders éclairés qui peuvent faire une veille géostratégique sur le monde et propulser le continent vers le monde du 21e siècle. Malheureusement, c'est ça qui nous manque. C'est ce que je voulais dire sur la géostratégie. Maintenant, je vais répondre très rapidement aux questions sur la gouvernance, l'état de droit. Il y a eu beaucoup de questions qui sont revenues. Quelle réponse donner aux menaces sur l'état de droit? Je suis d'avis qu'il n'est pas nécessaire de renverser la table. Nous sommes tous d'accord que les assises nationales ont fait un diagnostic sans complaisance sur 50 ans d'indépendance et a fait des propositions et le diagnostic a même été aggravé par la Commission nationale de réforme des institutions. Et les mêmes remèdes ont été proposés aussi par la CNRI. Donc
Il n'y avait pas à réinventer la roue. Encore une fois, le problème qui se pose pour l'état de droit, pourquoi on n'arrive pas à avoir un état de droit, c'est que les acteurs n'ont pas confiance au système. C'est ça le mot de la confiance. La justice, c'est la sanction proportionnelle. Quand il y a des infractions aux lois, il faut sanctionner. Et c'est ça qui pose problème au Sénégal. Il n'y a pas de sanction. Ou bien il y a une impunité généralisée, ou bien il y a une impunité d'un côté et une sanction systématique de notre côté. Et ça pose problème. Donc le premier élément pour avoir un état de droit, c'est la sanction. Le deuxième élément, c'est la perception que les populations ont de la justice. C'est extrêmement important. Quand vous avez cité là les enquêtes Afrobaromètre. Les 8 rounds d'enquête Afrobaromètre ont confirmé que les citoyens sénégalais continuent d'avoir confiance à la justice. Mais le problème qui se pose, c'est que ces mêmes citoyens vous disent dans les mêmes rounds d'Afrobaromètre que la justice est corrompue. À hauteur de plus de... Comment peut-on continuer à faire confiance à une justice qui est corrompue? C'est même allé jusqu'à dire que la police est corrompue, la justice est corrompue, la gendarmerie est corrompue. Et pourtant, les citoyens continuent de faire confiance. Avec les citoyens sont fondamentalement attachés aux institutions de la démocratie. Mais le problème qui se pose, c'est que la confiance aux institutions commence progressivement à s'effriter. Et c'est ça qui crée ces turbulences sociales, ces révolutions sociales qui montrent une certaine fatigue démocratique. Et cette fatigue démocratique se matérialise par cette défiance à l'égard des institutions de la démocratie. Il y a une défiance clairement à l'égard des institutions de la démocratie. Et c'est ça qui pose problème. Donc, à mon avis, la solution, c'est opposer à la neutralisation institutionnelle, opposer une autonomisation institutionnelle. L'État est dans une logique de neutralisation des institutions de la démocratie. On a toutes les institutions de la démocratie, mais qui ne fonctionnent pas parce que les institutions sont neutralisées par le pouvoir exécutif. Et c'est ça le gros problème. Donc, à la neutralisation institutionnelle, il faut opposer une autonomisation institutionnelle. Donc, il faut réifier les institutions et les conclusions des assises nationales sont extrêmement pertinentes dans ce sens-là. Ça, c'est le dernier élément. C'est là où l'État utilise les deux stratégies, la stratégie de la cooptation avec sa force corruptive qui est illimitée et la stratégie de la répression pour torpiller toute velléité de contestation de l'ordre établi. Les citoyens et la société civile y compris, moi-même je suis acteur de la société civile peut opposer une veille citoyenne, que ce soit durant les processus électoraux et même en dehors des processus électoraux. Malheureusement, la société civile ne fait cette veille citoyenne que durant les processus électoraux. La légitimité, ce n'est pas seulement lors des processus électoraux, c'est entre deux élections qu'il faut entretenir la légitimité. C'est entre deux élections. La légitimité ne doit jamais s'éteindre. Malheureusement, ce processus d'effritement de la légitimité des gouvernants s'accompagne de défiance à l'égard des institutions de la démocratie. Et si la société civile ne fait pas une veille citoyenne, même entre deux élections, on risque de basculer vers le chaos. Et ça, personne ne le souhaite. Je vous remercie. Je vais conclure vraiment en 5 minutes ou 4 même. Premièrement, en saluant à nouveau la richesse de toutes les interventions, des contributions des uns et des autres. Je crois qu'on a là vraiment un travail cumulatif avec le colloque dont on rencontre ce matin, mais on voit bien que le travail doit se poursuivre également, et donc c'est l'occasion à nouveau de saluer l'engagement d'Africadium sur ces questions démocratiques qui ouvrent sur toutes les autres questions cruciales pour l'avenir de notre région. Deuxième point sur la complexité, je crois qu'on le savait, la complexité des défis. On a entendu parler de la justice, des contre-pouvoirs. Je crois que c'est vraiment un élément clé, la question de l'indépendance des institutions et de comment est-ce qu'on concrétise la proclamation de cette indépendance des institutions dans les faits, la question de la participation des femmes et des jeunes, et là aussi, je crois qu'on doit passer beaucoup plus de temps à réfléchir sur l'institutionnalisation de cette participation. Tout le monde est d'accord, on répète chaque fois qu'il faut de la participation, mais il faut
probablement réfléchir à comment est-ce que concrètement on s'assure que les institutions intègrent cette participation des jeunes et des femmes. La question de la corruption, de l'enrichissement illicite, la politisation ou la nécessité de la dépolitisation de l'administration, je crois que c'est un point extrêmement important. On a parlé des réseaux sociaux, des technologies, des facteurs géopolitiques, et je crois que tout cela montre l'interpellation au fond collective qui nous concerne tous, de répondre à la complexité de ces défis par notre travail. Métaphore médicale, mais on a eu aussi une métaphore informatique qui me semble être extrêmement intéressante, c'est le besoin d'une mise à jour de nos systèmes politiques, et je crois que c'est vraiment un point clé, je pense aussi qu'on retient, le besoin de flexibilité, de souplesse dans un monde qui est aujourd'hui extrêmement mouvant. Un point peut-être aussi qui me semble peut-être manquer, pas seulement dans cette discussion, mais dans l'ensemble de nos réflexions sur les questions politiques, c'est la question de l'économie, la transformation de nos économies. Je crois qu'on oublie que la frustration des jeunes aujourd'hui, c'est quand même d'abord aussi une frustration économique et sociale, et c'est lié à l'absence de transformation et de modernisation de nos économies, en particulier dans un contexte de forte croissance démographique. Donc je crois que dans ce type de discussion, on doit aussi mobiliser davantage peut-être des économistes et en tout cas avoir une vraie réflexion sur l'économie. Parce que je ne suis pas totalement d'accord sur le fait qu'on ait des économies fortes, on a des ressources naturelles, mais si on n'a pas développé des institutions éducatives avec des personnes et des entreprises qui savent exploiter nos ressources naturelles, en fait, on n'a rien du tout. Elles ne permettent pas de changer la vie de nos concitoyens. Et je vais terminer sur la question géopolitique en faisant un lien avec le travail. Je crois que là aussi, on ne peut pas empêcher les autres de réfléchir sur nous, de faire leur travail. Et la France avait, enfin, un diplomate, un analyste avait publié une note il y a quelques années, l'effet pangolin, à l'occasion de la crise Covid. Alors ça avait déclenché un tollé, puisque la note décrivait un scénario d'effondrement des États africains, de beaucoup d'entre eux consécutifs à la crise Covid. Des intellectuels avaient même répondu par des tribunes. Et je disais, au fond, on ne peut pas empêcher les Français, les Turcs, les Américains, bientôt les Vietnamiens, les Japonais, ils font leur travail de défense de leurs intérêts en comprenant et en se projetant partout. Donc je crois que l'élément peut-être qui manque aussi dans la géopolitique africaine, c'est le travail. On ne peut pas simplement dénoncer à nouveau le fait que les autres aient évidemment envie de maintenir leur influence pour avoir accès à nos ressources notamment, et qu'effectivement on ne comprenne pas aussi que la capacité à défendre nos intérêts repose sur l'existence de centres de recherche, des universités dans lesquelles on n'a pas investi, on a sous-investi. Comment est-ce qu'on peut avoir de la géopolitique, comment est-ce qu'on peut avoir de la réflexion sur l'existence, sur la complexité aujourd'hui du monde si on n'a pas les institutions qui peuvent nourrir les décisions des acteurs politiques et si on ne fait pas non plus également toutes les réformes aujourd'hui politiques et institutionnelles que nous avons discutées. Merci à chacune et à chacun d'entre vous, merci aux participants et à très bientôt. Merci Afrikajom, Aliontine. Merci beaucoup.